On va trancher aujourd'hui, parce que ça ne peut plus durer comme ça. La phrase est tombée au milieu du salon, prononcée par mon fils aîné, avec cette assurance tranquille qu'on adopte quand on se croit du bon côté de la raison. Autour de lui, les regards se sont tournés vers moi, lourds d'attente. Ma fille était assise droite, les mains jointes, comme si elle assistait à une audience. Mon gendre évitait mon regard. Et moi, j'ai compris en une seconde ce que j'avais mis des mois à refuser de voir. Ils n'étaient plus là pour m'écouter. Ils étaient là pour juger. La pièce que j'avais tant aimée ressemblait soudain à un tribunal improvisé. Les fauteuils disposés face à moi, le silence calculé, les dossiers posés sur la table basse. Maman, des papiers, encore. Toujours ces papiers qui parlent quand les personnes se taisent. Je me suis sentie ramenée à une position étrange, presque infantile, comme si je devais justifier ma propre existence, mon droit à décider, à attendre, à choisir. Ils ont commencé par dire qu'ils agissaient par amour. Le mot est revenu plusieurs fois, martelé comme un argument irréfutable. Par amour pour toi, pour ton bien, pour éviter des erreurs. Chaque phrase semblait bienveillante, mais leur accumulation formait autre chose, une pression. Une mise en accusation douce, enveloppée de bonnes intentions. On m'a reproché mon entêtement, ma lenteur, mon refus de moderniser certaines décisions. On a évoqué mon âge sans jamais le nommer directement. On parlait de fatigue, de confusion possible, de risques à éviter. Chaque mot était choisi pour ne pas blesser, mais l'ensemble dessinait une image claire, celle d'une femme qu'il fallait encadrer, corriger, guider malgré elle. Je les écoutais parler de moi, jamais avec moi. On citait mes silences comme des preuves, mes hésitations comme des failles, mes refus comme des caprices. J'étais là, présente, lucide, mais déjà déplacée, hors du centre. Ce n'était plus une discussion familiale, c'était une délibération. À un moment, ma fille a sorti une feuille. Elle l'a lue à voix haute. Une liste de points, soigneusement rédigée. Ce que je devais faire. Ce qui serait plus raisonnable. Ce qui éviterait des conflits plus tard. Le futur était évoqué comme une menace, et moi comme son principal facteur d'incertitude. J'ai senti une chaleur sourde monter dans ma poitrine. Pas de la colère, de la stupeur. Je pensais à tout ce que j'avais fait pour eux sans jamais compter. Et choix difficiles, aux nuits blanches, aux décisions prises seules quand personne ne voulait assumer. Je n'avais jamais demandé de reconnaissance. Mais je n'aurais jamais imaginé devoir un jour me défendre contre ceux à la même pour qui j'avais construit cette stabilité qu'ils invoquaient maintenant contre moi. Ils ont parlé longtemps. Ils ont même débattu entre eux, comme si ma présence n'était plus nécessaire. J'ai observé les alliances se dessiner, les silences complices, les regards qui se cherchaient pour valider une position. L'amour était devenu un argument d'autorité, la famille, un espace de pouvoir, et moi, l'objet de la procédure. Quand enfin on m'a donné la parole, c'était presque par politesse. « Dis à nous ce que tu en penses », a dit mon fils, avec ce ton qui n'attend pas réellement de réponse. Je me suis entendu respirer, lentement. J'ai senti mes mains trembler légèrement, puis se poser à plat sur mes genoux. J'ai compris que ce moment n'était pas seulement une humiliation. C'était un point de bascule. Ce qu'ils appelaient amour avait changé de nature. Il s'était durci, structuré, organisé. Il s'était transformé en pouvoir. Je n'ai pas répondu tout de suite. Pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je choisissais mes mots avec une attention nouvelle. Chaque phrase prononcée ici pourrait être retournée, interprétée, utilisée. Le silence, à cet instant, était encore la seule chose qui m'appartenait vraiment. Je les regardais un à un. Mes enfants, ma famille, ceux pour qui j'avais cru que le lien suffisait à empêcher ce genre de scène. Et j'ai su, avec une clarté presque douloureuse, que quelque chose était irrémédiablement rompu. Non, pas l'amour, mais l'illusion que l'amour protège toujours de la domination. Ce jour-là, dans ce salon devenu tribunal, j'ai compris que rester silencieuse comme avant serait accepter leur verdict. Et que si je continuais à me taire, ce ne serait plus par peur de blesser, mais pour préparer autre chose. Quelque chose de plus solide que leurs mots, plus durable que leur pouvoir improvisé. Je ne savais pas encore comment. Mais je savais déjà pourquoi. Avant ce jour, où ma famille s'est installée face à moi comme un jury, il y avait eu toute une vie construite sur une idée simple. L'amour se prouve par la constance, pas par le contrôle.
J'avais grandi avec cette conviction, d'Anne, et je l'avais portée dans mon rôle de mère, sans jamais la remettre en question. Je me souviens de mes débuts, de cette période où tout semblait encore fragile et possible à la fois. Leur père et moi n'avions pas grand à chose, sinon une volonté tranquille d'avancer sans tricher. Nous parlions peu, mais nous décidions ensemble. Rien n'était jamais imposé. Même dans les désaccords, il y avait une reconnaissance mutuelle. Chacun existait pleinement dans la décision finale. Cette égalité silencieuse m'avait profondément marqué. Mais quand les enfants sont arrivés, j'ai naturellement pris sur moi davantage de responsabilités. Pas parce qu'on me l'imposait, mais parce que cela me semblait juste. Je gérais, j'anticipais, je protégeais. Je ne vivais pas ces choix comme des sacrifices héroïques. Ils faisaient partie d'un mouvement logique. Assurer une base solide pour qu'ils puissent un jour se tenir debout sans crainte. J'ai souvent repensé à cette époque, après leur départ de la maison. Les souvenirs sont précis, les cahiers ouverts sur la table, les rendez-vous médicaux, les comptes à équilibrer, en fin de mois. J'étais celle qui veillait sans bruit, qui réglait sans se plaindre. Je croyais que cette discrétion serait comprise comme une force durable, non comme une habitude dont on pourrait disposer plus tard. Après la mort de leur père, quelque chose s'est encore renforcé en moi. Il n'y avait plus de partage possible dans les décisions lourdes. J'ai continué, seule, avec la même rigueur. J'ai appris à ne pas attendre qu'on me dise quoi faire. J'ai appris aussi à ne pas demander de validation. Mes choix étaient réfléchis, assumés, inscrits dans une continuité. Rien n'était laissé au hasard. Les enfants ont grandi avec cette image. Une mère stable, fiable, presque inébranlable. Je pensais naïvement que cette stabilité serait respectée jusqu'au bout. Je n'avais pas envisagé qu'elle pourrait être retournée contre moi, transformée en preuve que tout pouvait continuer sans mon consentement explicite. Quand ils ont commencé leur vie d'adulte, j'ai fait attention à ne pas m'imposer. Je me souvenais trop bien de ce que signifie être jugé, évalué. Je voulais leur laisser l'espace de décider, de se tromper, de construire à leur manière. Cette retenue était un choix conscient. Je pensais qu'elle serait reconnue comme un signe de respect. Je n'imaginais pas qu'elle deviendrait un précédent. Peu à peu, j'ai senti un glissement. Rien de brutal. Des phrases comme « On sait comment tu fonctionnes »,« On te connaît », dites avec un sourire. Elles semblaient affectueuses, mais elles enfermaient déjà. Elles me définissaient à ma place. Elles transformaient mes habitudes en certitudes, mes silences en consentement présumé. Je continuais pourtant à gérer mes affaires avec précision. Mes comptes étaient clairs. Mes papiers, en ordre. Mes décisions réfléchies. Je n'avais rien délégué, parce que je n'en ressentais ni le besoin, ni l'envie. Pour moi, l'héritage n'était pas un sujet d'actualité. Il faisait partie d'un futur lointain, qui viendrait en son temps, avec ma parole au centre. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est la différence de temporalité. Pour moi, le temps était encore vivant, ouvert. Pour eux, il semblait déjà compté, organisé, compressé. Ils parlaient de l'avenir comme d'un espace à sécuriser, à verrouiller, à rendre prévisible. Et dans cette logique, ma présence devenait une variable incertaine. La vie d'avant reposait sur une confiance implicite. Je n'avais jamais imaginé devoir un jour la formaliser, la défendre ou la protéger juridiquement. Je pensais que l'histoire commune suffisait, que l'amour partagé constituait une frontière naturelle contre toute tentative de domination. Je n'avais pas encore compris que l'amour, lorsqu'il se mêle à la peur et au désir de contrôle, peut changer de visage. Qu'il peut devenir un argument, puis un outil. Et que, dans certaines familles, la protection se transforme insidieusement en pouvoir. Ce passé que je revis aujourd'hui avec lucidité n'était pas une erreur. Il était sincère, cohérent, habité par une vraie volonté de bien faire. Mais il portait une fragilité, l'idée que l'amour empêche toujours le rapport de force. Je découvrais, trop tard peut-être, que l'un n'exclut pas l'autre. Et cette prise de conscience allait rendre impossible les arrangements silencieux que j'avais si longtemps acceptés. Les premiers signes n'ont pas pris la forme d'une attaque frontale. Ils se sont glissés dans le quotidien avec une douceur trompeuse, celle qui désarme parce qu'elle ressemble à de l'attention. Je ne les ai pas reconnus tout de suite. Ou plutôt, je n'ai pas voulu les reconnaître. Il est difficile d'admettre que l'on commence à perdre sa place quand on a passé sa vie à la construire pour les autres. Mais tout a commencé par des remarques légères, presque affectueuses. Tu devrais te reposer davantage.
Tu réfléchis trop, laisse à nous t'aider. Ces phrases semblaient bienveillantes. Elles étaient dites avec le sourire, parfois même avec une pointe d'inquiétude sincère. Mais à force de les entendre, quelque chose en moi s'est mis à résister. Non pas aux mots eux-mêmes, mais à ce qu'ils suggéraient, que ma capacité à décider devenait discutable. Puis il y a eu les décisions prises sans moi. Des rendez-vous déplacés, des démarches commencées pour gagner du temps. On m'en parlait après coup, comme on informe quelqu'un d'un détail déjà réglé. On s'est dit que ce serait plus simple comme ça. Je répondais peu. J'encaissais. Je pensais encore qu'il s'agissait d'un excès de zèle, d'une maladresse passagère. Je ne voulais pas créer de conflit pour des choses qui pouvaient sembler secondaires. Le ton a changé subtilement. Quand je posais une question, on me rassurait. Quand j'exprimais une réserve, on minimisait. Tu t'inquiètes pour rien. Tu vois les choses trop négativement. Ces réponses avaient un effet précis. Elles déplaçaient le problème. Ce n'était plus la décision qui était disputable, c'était ma perception. Peu à peu, j'étais invitée à douter de mon propre jugement. Il y avait aussi ces silences, plus lourds que les mots. Ceux qui suivaient mes refus polis. Ceux qui s'installaient quand je demandais du temps. Je sentais alors une tension invisible, comme si ma prudence était vécue comme une obstruction volontaire. Rien n'était dit clairement, mais tout était ressenti. Un jour, lors d'un repas, ma fille a plaisanté devant tout le monde. « Maman, tu es incorrigible, tu veux tout contrôler ?» Les rires ont suivi. J'ai souri moi aussi, par réflexe. Mais cette phrase m'a frappé plus tard, dans le calme. Tout contrôler. Moi qui avais passé ma vie à laisser de la place, à m'effacer quand il le fallait, à ne jamais imposer mes choix. Cette inversion m'a troublée. On me reprochait maintenant ce que je n'avais jamais fait. Je me suis mise à observer davantage. Des regards échangés quand je parlais. Les phrases commencées, puis reformulées. Les décisions discutées entre eux, avant même que je sois informée. J'avais l'impression d'assister à des conversations dont je n'étais plus le centre, alors qu'elles me concernaient directement. Ce qui m'a le plus blessée, ce n'était pas l'autorité qu'ils tentaient d'exercer. C'était la façon dont elle était justifiée. Toujours au nom de l'amour. Toujours pour mon bien. Comme si aimer donnait le droit de décider à la place de l'autre. Comme si la famille autorisait ce que personne n'oserait faire dans un autre cadre. Je continuais pourtant à me taire. Par habitude. Par loyauté. Parce que je pensais encore que parler aggraverait les choses. J'avais peur de devenir celle qui complique, celle qui dramatise. Je voulais préserver l'image d'une famille unie, même si cette unité commençait à se faire contre moi. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à ressentir une solitude nouvelle. Pas l'isolement physique, mais l'étrange sensation d'être présente sans être reconnue. J'étais là, mais ma parole pesait moins. Mes choix étaient discutés avant d'être entendus. Mon silence devenait un espace où d'autres installaient leur certitude. Je ne pouvais pas encore nommer ce qui se passait. Mais je le sentais. L'amour que j'avais donné, sans compter, changeait de nature. Il devenait un argument, puis une autorité. Et la famille, sans que je m'en rende compte, se transformait peu à peu en tribunal silencieux, où l'on évaluait ma légitimité, sans jamais me le dire franchement. Là, ces petites humiliations, ces glissements imperceptibles, préparaient quelque chose de plus grave. Je l'ignorais encore, mais une ligne avait déjà été franchie. Et le jour où je le comprendrais vraiment, il ne serait plus possible de revenir à l'innocence d'avant. La rupture ne s'est pas produite dans une explosion de voix ou un geste irréversible. Elle a pris la forme d'une découverte silencieuse, presque administrative, et c'est précisément ce qui l'a rendue insupportable. Un matin, en rangeant un tiroir que je n'ouvrais presque plus, je suis tombée sur une enveloppe que je ne reconnaissais pas. Elle portait mon nom, écrit d'une main que je connaissais trop bien, mais je n'avais aucun souvenir de l'avoir ouverte auparavant. À l'intérieur, il y avait des copies, des courriels imprimés, des notes manuscrites, et surtout un document structuré, rédigé avec un soin méthodique. Il ne s'agissait pas d'un testament, ni d'un contrat officiel, mais d'un projet, un plan. On y parlait de moi à la troisième personne, avec une précision froide. On évoquait mes hésitations, mon âge, mes refus répétés. Et surtout, cette phrase, soulignée, presque anodine, a arrêté ma respiration.
En cas de blocage persistant de sa part, envisager une solution alternative. Blocage persistant. Comme si mon droit de dire non était une pathologie. Comme si ma prudence devenait un dysfonctionnement à corriger. J'ai relu le document plusieurs fois. Chaque lecture ajoutait une couche de lucidité douloureuse. Ce n'était pas une discussion familiale maladroite. Ce n'était pas une inquiétude passagère. C'était une organisation. Une tentative réfléchie de contournement. Le vocabulaire était neutre, presque bienveillant, mais la logique était implacable. Si je ne coopérais pas, mais il faudrait agir sans moi. Ce qui m'a bouleversé n'était pas seulement le contenu, mais la certitude que ce dossier avait été élaboré sans que je le sache, probablement depuis longtemps. Pendant que je croyais encore au dialogue, d'autres rédigeaient des scénarios. Pendant que je me taisais pour préserver l'harmonie, on préparait déjà la manière de m'écarter. Je me suis assise lentement, le document posé sur mes genoux. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, j'ai ressenti une forme de vide dense, presque clinique. Une impression étrange, celle d'être encore vivante, encore capable, mais déjà considérée comme un problème à résoudre. J'ai pensé à toutes ces conversations où l'on m'avait parlé de protection, de simplicité, d'amour. Je comprenais maintenant ce que ces mots recouvraient réellement. L'amour avait changé de fonction. Yoz, il n'était plus un lien. Il était devenu un argument, un outil pour justifier une prise de pouvoir. J'ai pris des photos de chaque page. Un geste précis, sans tremblement. Puis j'ai tout remis à sa place, exactement comme je l'avais trouvé. Personne ne devait savoir que j'avais vu. Pas encore. Une confrontation immédiate aurait été vaine. Elle aurait transformé ce plan en malentendu, cette stratégie, en simple inquiétude exagérée. Je ne devais pas offrir cet échappatoire. Ce jour-là, j'ai ouvert mon carnet. Celui que je gardais depuis quelque temps déjà, sans vraiment savoir pourquoi. J'y ai noté la date, l'heure, l'endroit précis où j'avais trouvé l'enveloppe. J'ai recopié la phrase mot pour mot. Pas de commentaire. Pas d'interprétation. Seulement les faits. Je comprenais instinctivement que, désormais, l'exactitude serait ma seule alliée. Le soir même, à table, j'ai observé ma famille autrement. Des sourires semblaient plus maîtrisés. Les questions, plus calculées. Je voyais désormais les mécanismes derrière les gestes. Ils parlaient comme si de rien n'était, convaincus que le temps jouait en leur faveur. Ils ignoraient que quelque chose venait de se fissurer définitivement. Ce n'était plus seulement une question d'héritage. C'était une tentative d'effacement, une négation silencieuse de ma volonté. Et face à cela, je ne pouvais plus me réfugier dans la patience ou la loyauté. Continuer à me taire de la même manière aurait été accepter leur récit. Cette découverte a marqué un point de non à retour. Elle a transformé mon doute en certitude. Je n'étais pas paranoïaque. Je n'exagérais rien. Ce que je ressentais depuis des mois avait désormais une forme, une structure, un langage. Ce jour-là, sans bruit, j'ai cessé d'être une mère qui temporise. Je suis devenue une femme qui comprend. Et quand on comprend, on ne peut plus faire semblant. Après cette découverte, quelque chose s'est figé en moi. Pas une peur, pas une colère explosive. Une vigilance, une lucidité qui ne me quittait plus. La maison était la même, les visages aussi, mais je ne les regardais plus avec l'innocence d'avant. Je comprenais désormais que ce qui se jouait n'était pas un malentendu affectif, mais un rapport de force feutré, organisé, presque poli. Les nuits sont devenues longues. Je ne tournais pas en rond dans mon lit, je pensais avec une précision nouvelle. Les mots du document revenaient, non comme une obsession, mais comme une preuve. Ils donnaient un contour à ce que je ressentais confusément depuis des mois. Solution alternative. Cette expression s'était imposée comme un signal d'alarme. On ne cherche pas d'alternative à une personne. On cherche une alternative à un obstacle. Je me suis interrogée sur ma part de responsabilité. Non pour m'accuser, mais pour comprendre. Avais-je trop longtemps confondu calme et effacement? Avais-je cru que l'amour familial protégeait naturellement de toute tentative de domination? Ces questions ne me faisaient plus vaciller. Elles m'aidaient à clarifier. Comprendre n'était plus une faiblesse, c'était une nécessité. J'ai commencé à observer mes enfants avec une attention presque clinique, leurs mots, leurs silences, leurs gestes. Je notais les inflexions de voix, les phrases répétées, les tentatives de normalisation. On veut juste t'aider. Tu te compliques la vie toute seule. Ces formules revenaient comme des refrains. Elles avaient pour fonction de déplacer le problème.
Ce n'était plus leur insistance qui était excessive. C'était ma résistance qui devenait suspecte. Je continuais pourtant à répondre calmement. Je ne changeais rien à mon comportement extérieur. Ce masque de normalité me protégeait. Il empêchait toute accélération. J'avais compris que la précipitation était leur allié, la lenteur, la mienne. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision intérieure, encore invisible. Je ne confronterai personne sur le terrain émotionnel. La famille est un espace où l'affect brouille tout, où la vérité se dissout dans les intentions. Je ne voulais ni me justifier, ni me défendre. Je voulais me placer ailleurs, dans un cadre où les mots ont un poids précis, où les faits ne se négocient pas. J'ai repris mon carnet avec une rigueur nouvelle. Chaque échange important y était consigné. Les dates, les phrases exactes, les contextes, sans commentaire, sans interprétation. Cette discipline me donnait une stabilité intérieure. Elle me rappelait que je n'étais pas confuse, que ma mémoire était intacte, que ma perception était fiable. Parfois, le doute tentait de revenir. Une petite voix murmurait que j'allais trop loin, que tout cela finirait par s'apaiser. Cette voix était familière. Elle m'avait accompagnée toute ma vie. Celle qui préfère lisser plutôt que confronter, attendre plutôt que poser une limite. Je l'écoutais, mais je ne la suivais plus. Pour la première fois, je faisais passer ma clarté avant le confort relationnel. Je me suis aussi rendu compte d'une chose essentielle. Rester dans l'attente était devenu dangereux. Chaque jour qui passait sans cadre clair renforçait leur conviction qu'ils avaient raison d'anticiper sans moi. Mon silence passé avait été interprété comme une permission. Je ne pouvais plus me permettre ce malentendu. Ce n'était pas encore le moment d'agir ouvertement. Je le savais. Toute action prématurée aurait été lue comme une réaction émotionnelle. Je devais être exacte, non réactive, calme, non soumise. La préparation faisait partie de cette exactitude. J'ai commencé à rassembler mentalement ce que je savais, ce que je possédais, ce que je voulais vraiment. Pas ce que l'on attendait de moi, pas ce que l'on jugeait raisonnable. Ce que je voulais. Cette question, je ne me l'étais pas posée depuis longtemps. Y répondre m'a rendue étrangement sereine. Je ne cherchais pas à punir. Je ne cherchais pas à gagner. Je cherchais à rester entière, à ne pas me laisser transformer en dossier, en problème, en variable d'ajustement. Cette intention simple me donnait une force nouvelle, silencieuse, presque austère. Dans cette période suspendue, j'ai cessé d'être une mère qui temporise. Je suis devenue une femme qui se prépare, non par vengeance, mais par respect pour elle-même. La préparation n'a pas commencé par un grand geste, ni par une déclaration solennelle. Elle a commencé par une réorganisation intérieure, presque invisible. J'ai compris que, pour rester debout, je devais cesser de réagir et commencer à structurer. Non pas contre eux, mais pour moi. La nuance est essentielle. J'ai d'abord repris tous mes dossiers. Pas dans la précipitation, mais avec méthode. Chaque papier avait une histoire. Chaque signature, un contexte. Je voulais retrouver cette continuité que personne ne pouvait nier. Les relevés bancaires, les actes de propriété, les correspondances anciennes formaient un récit clair, celui d'une femme qui avait toujours su où elle allait. Il ne s'agissait pas de chercher des armes, mais de rétablir une évidence. Un matin, j'ai pris rendez-vous avec un notaire. Je n'ai rien annoncé. J'ai simplement dit que j'avais besoin de clarté. Dans son bureau, l'air sentait le papier et le bois ciré. Il m'a demandé ce que je voulais faire. Je lui ai répondu que je voulais décider, tant que je le pouvais, dans le respect du droit et du temps. Il m'a regardé longuement, puis il a hoché la tête. Il n'a pas parlé de conflit, il a parlé de cadre. Je lui ai expliqué calmement la situation, sans pathos, les pressions, les silences, le document découvert. Je n'ai pas montré les photos. Pas encore. Je voulais d'abord poser le principe. Ma volonté devait être écrite, datée, incontestable. Il m'a posé des questions précises, jamais intrusives. Avais-je été poussé à signer quoi que ce soit? Avais-je subi des menaces? Non. Il a pris des notes. Le silence entre ces questions me rassurait. Il n'interprétait pas. Il enregistrait. Nous avons parlé des options. Mettre à jour mon testament, clarifier certaines dispositions, renforcer des protections simples, sans agressivité.
Chaque possibilité était évoquée comme une hypothèse, jamais comme une riposte. Cette neutralité me faisait du bien. Elle me rappelait que le droit n'est pas un cri, mais une chaise qu'on remet sous soi. En sortant, je n'ai ressenti ni triomphe, ni soulagement immédiat. Plutôt une stabilité nouvelle, presque physique. Comme si mon pas était redevenu sûr. J'avais franchi un seuil silencieux. Je n'attendais plus que l'on me reconnaisse. Je me reconnaissais moi-même. Les jours suivants, j'ai continué. J'ai ouvert un compte bancaire distinct pour séparer clairement ce qui relevait de ma gestion quotidienne de ce qui pouvait devenir objet de projection. Ce n'était pas un secret. C'était une frontière. Une ligne claire, posée sans bruit. J'ai aussi commencé à dater chaque décision importante. À conserver des copies. À noter les échanges significatifs. Pas pour accumuler des preuves par méfiance, mais pour éviter l'effacement progressif de la mémoire. Je savais combien il est facile, dans une famille, de réécrire l'histoire après coup. L'exactitude devenait ma forme de résistance. À la maison, je n'ai rien changé en apparence. Je continuais à participer, à sourire, à écouter. Mais je ne donnais plus d'informations inutiles. Je répondais aux questions, pas aux insinuations. Cette économie de parole n'était pas une dissimulation. C'était une discipline. Je ne nourrissais plus les interprétations. Parfois, je sentais une impatience en face de moi. Une question répétée. Une allusion trop insistante. Je répondais calmement que je prenais le temps. Cette phrase, je l'avais toujours dite. La différence, désormais, c'est que je savais exactement ce qu'elle signifiait. Je ne temporisais plus dans le vide. Je construisais. Il m'est arrivé de douter, surtout le soir, non de ma lucidité, mais de la conséquence affective de mes actes. Allais-je briser quelque chose d'irréparable? Cette pensée revenait, tenace. Puis je me rappelais la phrase soulignée, le plan écrit sans moi, et le doute se dissipait. Poser un cadre n'est pas une violence. C'est parfois la seule manière de préserver ce qui peut l'être encore. Je n'étais pas en train de préparer une vengeance. Je préparais une sortie du flou, une manière de dire « je suis là, je décide », et cela suffit. Le reste, les réactions, les reproches, les silences viendraient en son temps. Je n'avais plus besoin de les anticiper. À mesure que les démarches avançaient, un calme dense s'installait. Je dormais mieux. Mes gestes étaient plus sûrs. Je sentais que la famille, devenue tribunal, ne pouvait plus statuer dans le vide. Le dossier, désormais, existait ailleurs, dans un espace qui ne dépendait plus de leurs intentions. Cette préparation n'avait rien de spectaculaire. Elle était silencieuse, exacte et profondément réparatrice. La confrontation n'a pas eu lieu le jour où je l'aurais imaginé autrefois. Elle n'est pas née d'une colère accumulée, ni d'un cri longtemps retenu. Elle est arrivée parce qu'ils ont cru que le moment, l'Asie, était enfin venu de conclure, persuadés que tout était déjà joué. Ils ne savaient pas encore que le terrain avait changé. Ils m'ont invité à discuter calmement, un dimanche après à midi. Le mot calmement revenait souvent ces derniers temps. Il servait à masquer l'intention réelle. Obtenir mon accord définitif, ou à défaut, constater mon épuisement. J'ai accepté sans hésiter. Cette fois, je n'avais rien à craindre du face-à-face. Nous étions réunis dans la salle à manger. La table était dégagée, comme pour une réunion, plus que pour un repas. Les dossiers étaient là, alignés, ouverts. J'ai reconnu certains papiers. D'autres m'étaient inconnus. J'ai compris qu'ils avaient préparé leur démonstration. Ils s'attendaient à une discussion, pas à une résistance. Mon fils a commencé. Il a parlé de responsabilité, de logique, de prévention des conflits futurs. Il a utilisé un ton posé, presque professoral. Ma fille a pris le relais, évoquant l'amour, la peur de me voir dépassée, le besoin de sécuriser les choses. Ils se répondaient, se complétaient, comme s'ils avaient répété. Je les ai laissés aller jusqu'au bout. Pendant qu'ils parlaient, je ne ressentais plus cette boule dans la poitrine, qui m'avait tant paralysée autrefois. J'étais étonnamment calme. J'écoutais non pas pour comprendre, je comprenais déjà, mais pour mesurer jusqu'où ils iraient, s'ils pensaient ne rencontrer aucun obstacle. Puis il y a eu ce moment précis, celui où mon fils a dit « De toute façon, il faut avancer. On ne peut pas rester bloqué indéfiniment. » Bloqué. Encore ce mot.
J'ai alors posé mes mains à plat sur la table. Ce geste simple a suffi à interrompre le flux. Je les ai regardés l'un après l'autre. Pas avec reproche, avec une clarté tranquille. Je leur ai dit que j'avais entendu leurs inquiétudes, que je comprenais leur désir d'ordre et de prévisibilité. Puis j'ai ajouté, calmement, que j'avais moi aussi avancé, que certaines décisions étaient désormais prises, mais que mes volontés étaient écrites, encadrées, et qu'elles ne dépendaient plus d'une discussion familiale. Dans moi, le silence qui a suivi n'avait rien de paisible. Il était dense, presque incrédule. Ma fille a demandé ce que je voulais dire. J'ai répondu simplement que j'avais consulté un notaire, que mes dispositions étaient claires, et que personne ne déciderait plus à ma place, aujourd'hui ou plus tard. Ils ont réagi aussitôt. Des questions précises, trop précises. Depuis quand? Pourquoi ne pas leur en avoir parlé? Avec qui? J'ai répondu, sans entrer dans les détails. Je n'étais pas là pour me justifier. Je posais un fait. Mon fils a changé de ton. Il a parlé de trahison, de manque de confiance. Il a dit que je créais une distance inutile. Je l'ai laissé finir, puis j'ai répondu lentement que la distance existait depuis le moment où l'on avait commencé à écrire des plans sans moi, que la confiance ne consiste pas à décider à la place de quelqu'un sous prétexte de l'aimer. Ma fille a tenté d'adoucir. Elle a évoqué des malentendus, des intentions déformées. À l'autre, j'ai alors prononcé une phrase que je n'avais jamais osé dire auparavant. L'amour n'autorise pas tout. Cette phrase est restée suspendue dans l'air. Elle n'était pas accusatrice. Elle était factuelle. Et je voyais, dans leur regard, qu'ils comprenaient enfin que je ne reviendrais pas en arrière. Ils ont essayé de reprendre la main, de proposer des ajustements, des compromis rapides. J'ai écouté, puis j'ai dit que rien ne pressait, que le temps, désormais, travaillait pour moi, que je n'étais plus disposée à décider sous pression, quelle qu'en soit la forme. À cet instant précis, j'ai senti le piège se refermer, non pas sur eux, mais sur l'illusion qu'ils entretenaient. Ils avaient cru que mon silence était une faiblesse. Ils découvraient qu'il avait été une observation. Nos points. Une patience. Une préparation. La réunion s'est terminée sans éclat. Pas de cris. Pas de réconciliation non plus. Chacun a rangé ses papiers lentement, comme si tout avait soudain perdu sa cohérence. Ils savaient que quelque chose leur échappait désormais. Et moi, je savais que je venais de reprendre ma place. Quand ils sont partis, je suis restée seule dans la pièce. Je me suis assise. J'ai respiré profondément. Je n'éprouvais ni triomphe ni amertume. Seulement une certitude calme. La famille n'était plus un tribunal. Et moi, je n'étais plus l'accusée silencieuse. L'éclatement familial n'a pas été immédiat. Il ne s'est pas manifesté par une rupture nette, mais par une série de décalages, de silences inhabituels, de gestes qui n'arrivaient plus au bon moment. Après cette confrontation, quelque chose s'est déplacé dans l'équilibre fragile que nous maintenions depuis des années. Plus rien n'était évident. Plus rien ne coulait de source. Les jours suivants, les messages ont changé de ton, moins spontanés, plus courts, parfois trop polis. J'espère que tu vas bien. On reparlera de tout ça plus tard. Ces phrases semblaient ouvertes, mais elles repoussaient l'essentiel. Elles servaient à gagner du temps, à reprendre ses marques, à reformuler une stratégie intérieure. Je les lisais sans réagir immédiatement. Je n'étais plus pressée de répondre. Le temps ne m'était plus hostile. Entre eux, les tensions ont commencé à apparaître. Je les percevais sans qu'on me les dise. Des rendez-vous annulés. Des versions contradictoires. L'un parlait d'exagération, l'autre de maladresse. Chacun cherchait à se dédouaner de ce qui avait été préparé collectivement. Ce glissement m'a frappé. Quand le pouvoir vacille, la solidarité se fissure. Je n'ai pas cherché à comprendre leurs échanges. Je n'en avais plus besoin. Ce qui se jouait désormais ne dépendait plus de moi. J'avais cessé d'être le centre de gravité autour duquel tout s'organisait. Et cette sortie du système, paradoxalement, m'apportait un apaisement profond. Il y a eu des tentatives de rapprochement maladroites, des invitations lancées trop vite, comme pour réparer, sans vraiment regarder ce qui avait été brisé. J'ai accepté certaines rencontres, refusé d'autres, sans justification excessive. J'avançais à mon rythme, celui qui ne se négocie plus. Je sentais parfois leur irritation.
Il n'avait plus de prise. Les arguments affectifs ne fonctionnaient plus. Les rappels au devoir familial glissaient sur moi sans m'atteindre. Je n'étais pas devenue dure. J'étais devenue claire. Et cette clarté, pour eux, ressemblait à une fermeture. La famille, qui avait pris la forme d'un tribunal, se fragmentait maintenant en récits concurrents. Chacun racontait l'histoire de son point de vue, en atténuant ce qui dérangeait. Je n'ai corrigé aucun récit. Les faits étaient ailleurs, consignés, encadrés, protégés. Je n'avais plus besoin de convaincre. De mon côté, je continuais à vivre simplement. Les journées reprenaient une cadence régulière. Je marchais longtemps. J'écrivais. Je rangeais. Je redécouvrais le plaisir de ne pas être interrompu dans mes pensées. Cette liberté discrète avait un goût étrange, presque neuf. Elle me rappelait que l'existence ne se réduit pas au rôle que l'on nous assigne. Il y a eu des moments de solitude plus marqués, des dimanches sans invitation, des fêtes passées autrement. Je ne les ai pas vécues comme une punition. Ils faisaient partie du réajustement. Quand un système se défait, il laisse un vide. Ce vide n'est pas un échec, il est un espace à réinventer. Peu à peu, j'ai perçu un changement plus subtil. Une forme de respect revenait, par touches, dans certaines phrases plus prudentes, dans certains silences moins lourds. Il commençait à comprendre que je ne reviendrais pas à la version d'avant, mais que je n'étais plus disposée à être l'élément flexible d'un équilibre qui me dépossédait. Je ne cherchais pas à provoquer une recomposition rapide. Les choses importantes demandent du temps. La confiance, quand elle a été déplacée, ne se restaure pas par des gestes symboliques. Eh bien, elle se reconstruit, ou non, dans la durée. J'acceptais cette incertitude. L'éclatement familial n'était pas une fin définitive. C'était une transition. Une période où chacun devait regarder ce qu'il avait projeté sur l'autre. Où les rôles imposés perdaient leur évidence. Je n'étais plus la mère qui absorbe. Je devenais une femme qui choisit. Dans ce retrait volontaire, je retrouvais une cohérence intérieure que je croyais perdue. Je n'étais plus sommée de prouver ma lucidité. Je la vivais. Et cela suffisait. Je savais que la suite viendrait, sous une forme ou une autre. Une recomposition plus juste, peut-être. Ou une distance durable. Quoi qu'il en soit, je n'étais plus prisonnière du tribunal familial. J'en étais sortie sans fracas, avec cette certitude tranquille. Reprendre sa place, parfois, commence par accepter le silence qui suit. La nouvelle vie ne s'est pas annoncée par un départ spectaculaire, ni par une décision radicale. Elle s'est installée doucement, presque timidement, dans l'espace laissé par le retrait des autres. Après l'éclatement, après les silences et les distances, il y a eu ce moment étrange où plus personne ne me demandait rien. Ce vide, au début, m'a déstabilisée. Puis il est devenu une respiration. J'ai compris que je pouvais enfin organiser mes journées sans tenir compte d'agendas qui n'étaient pas les miens. Me lever sans urgence. Sortir sans prévenir. Lire jusqu'à perdre la notion du temps. Ces gestes simples prenaient une valeur nouvelle. Ils n'étaient plus des pauses entre deux obligations familiales. Ils devenaient le cœur même de mon quotidien. J'ai commencé par transformer mon espace. Pas pour fuir le passé, mais pour l'apaiser. J'ai déplacé certains meubles, donné des objets que je conservais par habitude, ouvert des tiroirs, restés fermés depuis des années. Chaque tri était une manière de me rappeler que je pouvais choisir ce que je gardais et ce que je laissais partir. Cette liberté concrète avait quelque chose de profondément réparateur. Je marchais beaucoup, longtemps, sans destination précise. La marche m'aidait à laisser les pensées se déposer sans les forcer. Je ne revivais plus les scènes passées. Je ne cherchais plus ce que j'aurais pu dire ou faire autrement. Le passé cessait peu à peu de réclamer des réponses. Il devenait un paysage que je pouvais traverser sans m'y arrêter. Les relations autour de moi ont changé naturellement. Certaines se sont éloignées sans bruit, comme si elles ne tenaient que par une proximité de façade. D'autres, inattendues, ont pris de l'importance. Une voisine, avec qui je partageais un café. Une amie ancienne, retrouvée presque par hasard. Des échanges simples, sans enjeu caché, où je n'avais pas besoin de me défendre, ni de prouver quoi que ce soit. Avec mes enfants, le lien subsistait, mais il n'occupait plus la même place en moi. Je n'attendais plus leurs appels avec anxiété. Je ne mesurais plus mes décisions à l'aune de leur approbation. Quand nous parlions, je restais attentive, mais je ne me rendais plus disponible à tout prix.
Cette distance nouvelle n'était pas un rejet, c'était une limite claire, posée sans colère. Il m'est arrivé de ressentir une nostalgie douce à amère, celle d'une famille telle que je l'avais rêvée, où l'on vieillit sans être évalué, où la transmission se fait dans la confiance et le respect mutuel. Je ne fuyais plus cette tristesse. Je l'acceptais comme une part de lucidité. Elle ne me paralysait plus. Elle me rappelait simplement ce que j'avais cessé d'attendre. J'ai appris à apprécier la solitude choisie, non comme un isolement, mais comme un espace de vérité. Être seul ne signifiait plus être en attente. Cela signifiait être entière. Je pouvais penser sans interruption, décider sans justification, changer d'avis sans culpabilité. Cette autonomie retrouvée n'était pas bruyante. Elle était quotidienne, presque discrète, mais profondément ancrée. Cette nouvelle vie n'avait rien d'extraordinaire aux yeux des autres. Elle était faite de routines simples, de plaisirs modestes, de silences habités. Mais intérieurement, elle marquait un basculement essentiel. Je n'étais plus définie par ce que je donnais, ni par ce que l'on attendait de moi. J'existais pour moi-même, dans une continuité enfin respectée. Je me suis rendu compte que ce chemin, je l'avais repoussé longtemps par loyauté, par peur de blesser, par attachement à une image de la famille que je voulais préserver à tout prix. En l'empruntant tardivement, je ne trahissais rien. Je réparais quelque chose de fondamental, mon droit à une vie qui ne soit pas conditionnée par le pouvoir des autres. La nouvelle vie n'était pas une revanche. Elle n'était tournée contre personne. Elle était tournée vers ce que je voulais protéger. Ma paix, ma clarté, ma dignité. Et dans ce calme retrouvé, je sentais se construire une certitude douce, mais solide. Je n'avais rien perdu en reprenant ma place. J'avais simplement cessé de la négocier. Il y a des conclusions qui ne ferment pas une histoire, mais qui la redressent. Quand je regarde aujourd'hui le chemin parcouru, je ne vois ni triomphe ni défaite. Je vois un déplacement intérieur, lent, parfois douloureux, mais juste. J'ai cessé de confondre l'amour avec l'obéissance, la patience avec l'effacement, la famille avec l'autorité déguisée. À pas longtemps, j'ai cru que me taire était une preuve de maturité, que retenir mes mots protégeait les liens, que l'on pouvait tout réparer avec suffisamment de douceur. J'ai appris, trop tard peut-être, que le silence n'a pas toujours la même fonction. Tant qu'il sert à apaiser, il est un refuge. Quand il sert à éviter le conflit au prix de sa propre place, il devient une permission offerte aux autres. Ce qui m'a le plus bouleversé n'a pas été la confrontation elle-même, mais la façon dont l'amour avait été réécrit. On l'avait transformé en argument, en justification, en pouvoir. Aimer, dans ce nouveau récit, donnait le droit d'évaluer, de décider, de presser. La famille n'était plus un espace de soutien, mais un tribunal où l'on pesait mes choix, où l'on jugeait mon rythme, où l'on interprétait mon âge comme une faiblesse à corriger. J'ai compris alors que la loyauté ne consiste pas à s'annuler. Qu'aimer ses enfants ne signifie pas renoncer à sa souveraineté. Que la vieillesse n'est pas une mise en disponibilité de soi. Cette compréhension n'a pas fait disparaître la tristesse, mais elle l'a rendue supportable. Elle m'a permis de rester droite, sans devenir dure. La loi, dans mon parcours, n'a pas été une arme brandie pour gagner. Elle a été un cadre posé pour respirer. Un rappel simple que la volonté ne se présume pas, que le consentement ne se devine pas, que la lucidité ne s'éteint pas parce que les cheveux blanchissent. Elle m'a offert une langue commune, quand l'affect brouillait tout. Aujourd'hui, mes relations avec mes enfants existent encore, mais elles sont différentes. Je deviens moins pressée, moins intrusive, parfois plus fragile, mais aussi plus honnête. Je ne joue plus le rôle de celle qui absorbe pour préserver la paix. Je suis une femme qui choisit quand parler, quand écouter, quand se retirer. Ce retrait n'est pas un abandon. C'est une tenue. Il reste des silences entre nous. Je ne les force plus. Certaines réparations demandent du temps. D'autres ne se feront jamais complètement. J'ai accepté cette imperfection. Elle vaut mieux qu'une harmonie factice bâtie sur ma disparition progressive. J'ai cessé d'attendre que l'on me rende une place. Je l'occupe. Si je devais adresser un message à celles et ceux qui se reconnaissent dans mon histoire, ce serait celui-ci. Douter de soi n'est pas une vertu quand ce doute est nourri par la pression. Noter, écrire. Demander un cadre neutre, ce n'est pas trahir l'amour, c'est le sauver de sa dérive. La dignité n'a pas besoin d'éclat.
Elle a besoin de constance. Je n'ai pas gagné contre ma famille. Je me suis retrouvée. J'ai retrouvé le droit de décider de mon temps, de mes biens, de mes silences. Cette reconquête n'a pas fait de bruit. Elle s'est faite dans la durée, dans la précision, dans un calme que je croyais réservé aux autres. Aujourd'hui, je regarde l'avenir sans urgence. Ce que je transmettrai le sera au moment que j'aurai choisi, dans les termes que j'aurai fixés. Et ce que je garde encore ne m'appartient pleinement, sans justification, sans calendrier imposé. Je n'ai plus à me défendre d'exister. Mon silence n'est plus une absence. Il est une position, une frontière claire, une fidélité à moi-même. Le silence peut aussi être une forme de justice.